Louis. Vous voyez ces gens à l'autre bout du fil qui vous aident quand votre box internet bug ou que vous vous demandez quand votre livraison sera enfin livrée. Souvent, ils s'appellent Michel, Victor, Isabelle, Claire. C'est assez épatant quand même, tant d'homogénéité dans les prénoms, surtout dans un pays comme la France qui compte aussi énormément de Fatima, Roberto, Bintou, Ibrahim. Ben oui, parce qu'en fait, ça arrive qu'on demande à ses employés de changer de prénom. La justification de cette pratique, de la part des entreprises qui l'exercent, c'est, leur dit-on, pour faciliter l'échange avec le client, qui est donc supposé se sentir plus en confiance en face d'un prénom plus français. Bon, dans ce cas précis, il y a clairement un enjeu raciste, mais parfois il est aussi question de classe sociale, par exemple. Mais comment on en est arrivé à demander aux gens de changer de prénom dans leur travail ? Pourquoi c'est si important le prénom dans le cadre professionnel ? Et surtout, comment ils se sentent, ces gens, de devoir se présenter sous un autre nom que le leur ? Mohamed, lui, l'a très mal vécu. Il travaillait comme ingénieur commercial, aujourd'hui il est à la retraite, et il poursuit son ancien employeur au prud'homme pour lui avoir imposé de s'appeler Antoine pendant 20 ans. Judith Chetrit l'a interviewé, lui, ainsi que Baptiste Coulmont, sociologue, qui travaille sur les prénoms, et Anne-Laure Cellier. Elle est prof à HEC en psychologie sociale et cognitive, autrice du pouvoir des prénoms. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Quand j'entends le prénom Antoine, je me retourne pas. Donc c'était pour moi en fait quelque chose un emprunt quoi, qui correspond en fait à 20 ans de ma vie. Mais non, ça c'est une résonance mais plutôt négative. Oui. Si ça en doit avoir une, c'est une période pour moi qui est une période de frustration quoi. Antoine, c'est le prénom que Mohamed Amghar a dû porter pendant 20 ans au travail. De 1997 à 2017. Il a été ingénieur d'affaires puis responsable des ventes dans une société de logiciels informatiques. Pour comprendre son histoire, il faut revenir à la fin de l'année 1996. Il postule dans cette entreprise grâce au contact d'un ancien collègue. Tout suit son cours. Le cabinet de recrutement, les premiers entretiens, la promesse d'embauche. Il démissionne de son précédent poste et prévoit de débuter en janvier dans son nouvel emploi. 2 mois avant, il est contacté par son futur manager pour venir signer son contrat de travail. Il commence à discuter de manière informelle, et puis la conversation prend une toute autre tournure. Bon il faudra changer de prénom. Après, alors il m'a pas dit ça de but en blanc quand je me suis assis dans son bureau, mais bon, c'était quelques minutes après, quoi. Voilà. Et j'ai rien pu répondre. D'abord, j'étais choqué. J'étais choqué, puis déjà en colère. Je savais, j'étais pas naïf, que le prénom Mohamed, dans le métier que je faisais, n'était pas le meilleur passeport pour ouvrir des portes et pour avoir accès à des postes. Je voulais pas poser de questions parce que je m'estimais suffisamment humilié. À ce moment-là, Mohamed Amghar ne se voit pas refuser le poste. Il a déjà donné sa démission dans son ancien job, il a la quarantaine, il est séparé et il a ses 3 filles à charge. Alors ça s'est conclu que j'ai signé un contrat au nom de Mohamed et que je devais rentrer dans la société le plus vite possible. Et ça s'est en fait formalisé dans les cartes de visite au mois de janvier. Donc pendant tout le mois de janvier, ça a été, écoutez, alors voilà, quel prénom vous allez choisir c'était une torture pour moi, choisir un autre prénom, je voyais pas vraiment. Il me dit oui, écoute, de toute façon, il y a 2 Philippe déjà dans l'équipe. Lui-même s'appelait Philippe, il y a un autre Philippe. Faut pas que ce soit Philippe. Après tout le reste, je m'en fiche. Alors Antoine est sorti du chapeau, voilà. D'abord, j'ai été présenté aux autres membres de l'équipe comme Antoine. Et lorsque, assez peu de temps après, pour certains quelques jours après, ou d'autres savaient déjà que je m'appelais pas Antoine, puisque l'annonce de mon arrivée en interne n'avait pas été faite en disant on va embaucher Antoine. Les gens savaient qu'ils
qu'il y allait avoir un nouveau qui s'appelait Mohamed, en fait. Donc, certains m'appelaient déjà Momo à l'époque, même dès janvier 97. Et là, tout de suite, le chef de l'époque, celui qui m'avait demandé de changer de prénom, reprenait, en fait, les gens, en disant non, il s'appelle Antoine. Donc, il a essayé de poser de manière formelle ce prénom entre moi et les autres. Bon, certains m'appelaient Antoine, mais ceux à qui j'expliquais la situation, s'ils n'étaient pas déjà au courant avant même que je rentre dans la société, je leur expliquais que c'était pas mon choix. Voilà. Et que, libre à eux de m'appeler sous mon prénom, le vrai, ou un diminutif si ça leur allait mieux. Donc j'ai eu en fait du Mohamed, du Momo et du Mo, et du Antoine. Cette valse des prénoms, ce n'est pas uniquement entre ses collègues et lui. Ça se produit aussi au niveau administratif. Le contrat de travail signé en novembre 96 était au nom de Mohamed Amghar. La première fiche de paye du mois de janvier 97 portait le nom de Mohamed Antoine. Les déclarations faites les déclarations faites à la mutuelle ou à l'URSSAF, des fois sous le nom de Mohamed, des fois sous le nom de Mohamed Antoine. Mes cartes de visite étaient au nom de Antoine. Mon adresse email de société est au nom de Antoine. Le carnet d'adresse de la société, celui qui était géré par la maison mère aux États-Unis avec les noms des milliers d'employés de la société, portait le nom de Antoine. Des situations compliquées, c'était aussi lorsqu'on prenait des vols internationaux, surtout pour aller aux États-Unis, vous vous retrouvez avec un billet. Alors les premiers temps, ils les prenaient tout le temps au nom d'Antoine, et un billet au nom d'Antoine et un passeport au nom de Mohamed. J'avais été de manière assez solennelle prévenu par les personnes qui faisaient la sécurité que ce coup-ci ça passait, mais que c'était pas possible, que c'était une raison pour eux de me refuser l'embarquement. Donc c'est moi qui suis allé demander au secrétaire qui prenait les billets de ne plus faire de réservation au nom de Antoine Amghar. Dans son appartement, Mohamed Amghar a posé sur la table plein de documents avant que je n'arrive pour l'enregistrement. Tous ces papiers sont dans le dossier qu'il a constitué pour les prud'hommes. Il est à la retraite depuis 2017 et en 2019, il a décidé de poursuivre son ancien employeur. Le fait de subir ce changement de prénom pendant 20 ans a fait que je n'ai jamais abandonné l'idée que ça ne pouvait pas se terminer comme ça un jour. Je passerai la porte pour partir et puis ce serait fini. Je trouvais que c'était quelque chose de grave qui devait, d'une manière ou d'une autre, être reconnu. Voilà. Mohamed Amghar fait partie des rares personnes en France à porter plainte en raison d'une discrimination liée à une origine, un prénom, une religion, un lieu de résidence. Selon le Défenseur des droits en 2020, 1 personne sur 10 qui s'en dit victime le fait. Et on estime que les plaintes sont encore plus rares lorsque ces discriminations ont lieu avant un recrutement. Parce que c'est cher, cela prend du temps, c'est difficile de constituer des preuves et parce que le résultat est incertain. Et moins il y a de cas portés devant la justice, moins il y a de jurisprudence sur laquelle s'appuyer. En 2009, il y a pourtant un arrêt de la Cour de cassation qui est directement relié à notre sujet. Il s'agit d'un autre Mohamed qui a travaillé dans une maison de retraite. Après avoir accepté de s'appeler Laurent pendant 2 ans, il avait ensuite repris son prénom et attaqué son employeur. Il avait été d'abord débouté par la cour d'appel, car 1, il avait accepté de s'appeler Laurent au moment de son embauche, et 2, au moment de la signature de son contrat de travail, il y avait 4 autres salariés qui s'appelaient Mohamed. Mais la Cour de cassation a finalement cassé ses arguments en reconnaissant la violation du Code du travail, la discrimination et la contrainte. C'était simplement la concrétisation ou le fait que même si vous êtes bien formé, que vous prétendez à des postes dans des sociétés de haute technologie et que vous allez vous adresser à des clients qui sont plutôt de bon niveau, il y a des gens qui pensent que c'est pas possible de le faire en s'appelant Mohamed. Voilà.
C'est comme ça. C'est simplement de se rendre compte que oui, le racisme existe, quoi. Le racisme existe pour tout le monde, et c'est pas parce que c'est pas réservé malheureusement aux petits gars de banlieue, quoi. Ces affaires de discrimination au prénom, elles interrogent bien entendu le racisme, mais aussi les biais du monde du travail. Elles révèlent également la place de plus en plus importante que le prénom a pris dans nos identités depuis les années 70. C'est ce que m'a expliqué Baptiste Coulmont, professeur en sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay et auteur d'une sociologie des prénoms. Le prénom a une place plus grande qu'avant, et notamment dans le monde professionnel, parce que on va dire à partir des années 70, le prénom a commencé à être utilisé dans l'espace professionnel. Avant, on utilisait le nom de famille. On utilisait le prénom pour parler à sa secrétaire quand on était un homme. Mais à partir des années 70 et jusqu'à aujourd'hui, le prénom se diffuse. Et aujourd'hui, il y a des pressions importantes managériales à utiliser le prénom pour horizontaliser les relations et faire comme si le monde professionnel n'était pas un monde hiérarchique. Et pas seulement dans l'espace professionnel, mais aussi quand vous achetez un café à emporter, on met votre prénom sur la tasse. À l'école et au lycée, on va longtemps utiliser le prénom. Les professeurs des écoles, jusqu'à la fin de l'école primaire, sont souvent appelés par leur prénom. À un moment, on s'est vu comme Jean-François Dupont, et maintenant, on se vit comme Jean-François. Parce que le prénom, il est rappelé quotidiennement plusieurs fois par jour, il en vient à être vu comme quelque chose d'important, et toutes les atteintes qui sont portées au prénom deviennent des atteintes portées à la vérité de la personne. Dans un prénom, il peut y avoir l'histoire d'une trajectoire familiale, d'une stratégie de différenciation, mais aussi un rapport à l'intégration et aux migrations qui traversent la société. Les prénoms ont une image sociale. C'est l'étiquette sociale qui nous individualise le plus. C'est-à-dire la naissance d'un enfant, il a son nom de famille qui lui provient de ses origines. Le prénom est vraiment ce qui suit l'enfant. Ce qui est un petit peu traître, c'est que l'enfant n'a pas choisi son prénom. Professeure à HEC, Anne-Laure Sellier, que vous venez d'entendre, a participé il y a quelques années à une recherche en psychologie sociale et cognitive sur la manière dont nos prénoms marquent nos visages et nos comportements. En gros, pourquoi on se dit qu'une personne a la tête de son prénom ? Parce que les prénoms véhiculent des stéréotypes et des préjugés dont nous avons du mal à nous détacher. Il y a l'idée d'une libération par le prénom qui s'est faite, c'est-à-dire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait en France 2000 prénoms à peu près. On en est aujourd'hui à plus de 13 000. Bon. Donc ça fait une grande hétérogénéité de prénoms et on pourrait se dire, voilà, maintenant c'est fini puisqu'il y a tellement d'hétérogénéité, ça va mieux passer. Eh bien non, quand on parle du stéréotype d'un prénom qui a été souvent documenté, Kevin, il y a un stéréotype de ce prénom qui est né dans les classes plutôt populaires en France et qui est resté dans les classes populaires. Et donc Kevin a un stéréotype d'une personne qui provient des classes populaires. Et donc lorsque Kevin se candidate pour un poste en haute finance, ça va être plus dur que s'il s'appelait Laurent, Philippe ou François. Ça, c'est mathématique. Il n'y a rien qu'il puisse faire pour empêcher cette perception. D'accord ? Même avec les meilleures intentions du côté du recruteur de ne pas commettre d'erreur, ça va colorer finalement la perception de Kevin d'une façon néfaste. Ce n'est pas la fréquence qui est problématique. Le problème, c'est le stéréotype. Donc vous pouvez avoir un prénom qui est très courant, Kevin, c'est un prénom très courant, mais qui est très serré au niveau du stéréotype. C'est-à-dire qu'il y a une image très forte, très nette, qui est évoquée, et qui peut clasher, qui peut entrer en conflit avec le poste que l'on cherche à pourvoir. Chaque prénom renvoie à un imaginaire, un stéréotype autant géographique que social. C'est ce qu'a analysé Baptiste Coulmont. Dans le choix des prénoms se jouent de manière symbolique des luttes entre milieux sociaux. On prend les Français sans origine migratoire directe. Ils vont faire feu de tout bois. On va trouver des 3-4 prénoms tahitiens, des prénoms comme Enzo ou Clara. Mais
il y a un choix qu'ils ne vont pas faire, ces Français sans origine migratoire, c'est le choix des prénoms d'Afrique noire ou arabo-musulmans. On essaye d'associer son enfant à un groupe qu'on considère comme un groupe prestigieux. Et donc, il y a des prénoms qui vont rester ethnicisés parce qu'ils ne sont pas pris par la population majoritaire, alors que d'autres prénoms, comme les prénoms espagnols ou italiens, maintenant qu'il n'y a plus d'immigrés espagnols ou italiens en France, peuvent être pris sans signifier que ce sont des prénoms de rital, pour utiliser une injure des années 50. Et au contraire, les prénoms qui sont adoptés par les populations minoritaires peuvent se teinter progressivement de préjugés. Si on prend l'exemple d'Adam, Adam, aujourd'hui, c'est un prénom qui est donné presque exclusivement par des enfants d'immigrés nord-africains à leurs enfants. Et donc, les Adam sont des petits-enfants d'immigrés nord-africains. Et Adam prend petit à petit la connotation de Yanis. Quand Yanis avait commencé à être donné, dans les années 80, c'était vu comme un prénom grec. Yanis Kouroulis, et puis tous les Yanis qui ont été premiers ministres de la Grecque. Aujourd'hui, quand vous entendez un Yanis dans la rue, vous imaginez pas un petit enfant grec. Vous imaginez que son frère, c'est Ryan, R-A-Y-A-N-E, et que sa sœur, c'est soit Sarah, soit Inès. Mais ce n'était pas le cas au début. La connotation de ce prénom a changé. Et Adam en vient à prendre ce chemin d'un prénom qui, parce qu'il n'est pas pris par la population majoritaire, devient un prénom ethnicisé. Adam fait partie des prénoms qu'a retenu l'économiste Marianne Walfort pour mesurer la discrimination religieuse à l'embauche. Et elle a observé que les prénoms étaient un facteur de discrimination. D'abord, elle a choisi 3 premiers prénoms, Dov, Mohamed, Michel. Elle a ensuite envoyé plus de 6000 CV fictifs pour des postes dans la comptabilité entre 2013 et 2014. Le même parcours, le même nom de famille, mais un prénom différent. En plus du prénom, elle ajoute 2 autres indicateurs religieux, le collège confessionnel dans lequel ils ont fait leurs études et l'association de scouts où ils encadrent des jeunes. Anne-Laure Sellier m'a parlé de cette étude. Il y a des études, par exemple, qui sont très connues, de l'économiste, par exemple, Marianne Walfort, qui a montré que le prénom Mohamed, par exemple, porte fortement à conséquence en France. C'est-à-dire que Mohamed, c'est plus difficile pour lui de trouver un travail, d'accord, et de même passer des entretiens, alors que Michel va avoir beaucoup plus de facilité. Et les prénoms israélites, de la même façon, sont discriminés, moins que les prénoms maghrébins, mais bien davantage que les prénoms d'origine terroir français catholique. Ce qu'observe Marianne Walfort, c'est que Michel obtient une proposition d'entretien au bout de 4 candidatures envoyées. Il en faut 6 à Dov et 20 à Mohamed. L'économiste complète ensuite son expérimentation avec d'autres prénoms, Adam et Myriam. 2 prénoms pouvant être a priori indifféremment portés par des catholiques, des juifs ou des musulmans. Elle va varier justement des profils, des CV, d'accord, sur lesquels elle va juste changer le prénom. Et elle montre que, par exemple, Mohamed, musulman pratiquant, va être discriminé 2 fois plus que Adam, musulman pratiquant. C'est une preuve supplémentaire du poids des stéréotypes qui pèsent sur un prénom comme Mohamed, et cela quelle que soit la pratique religieuse de la personne qui le porte. À chaque fois que ce type d'étude sort ou qu'une entreprise est montrée du doigt, il y a une solution qui revient toujours dans le débat, le CV anonyme. Un CV sans nom, sans prénom, sans adresse en tête du document. Certains y voient une fausse bonne idée. Pour d'autres qui le trouvent pertinent, ce dispositif a été trop rapidement enterré par l'État et les entreprises. Une étude qui date de 2011 a démontré pourquoi. Sur le CV anonyme, donc, il y a eu une expérimentation à grande échelle. Et cette expérimentation à grande échelle a montré qu'il n'était pas super efficace. Parce que, en fait, le nom et le prénom et le lieu de résidence servent aussi de signaux pour comprendre toute une série de parcours professionnels. Et quand vous enlevez ces informations-là, le parcours de la personne ne semble pas, il semble moins lisible. Et donc, les personnes
que le CV anonyme était censé aider, elle n'était pas aidée plus que ça par le CV anonyme. Quelqu'un qui vient d'un quartier populaire et qui a un nom et un prénom étrangers a plus probablement de probabilité d'enchaîner des petits boulots et des stages, etc. Quelqu'un qui voit des CV tout le temps arrive à comprendre ce profil. Mais quand vous enlevez le lieu de résidence, le nom et le prénom, ce parcours-là peuvent sembler moins intéressants que d'autres. En 2016, un rapport critique avait finalement écarté l'envie de généraliser le CV anonyme et de le rendre obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. L'économiste Marianne Walford, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, n'y est pas favorable non plus. Pour elle, cela ne fait que repousser la discrimination au moment de l'entretien d'embauche. Pour Mohamed Amghar, la discrimination sur son prénom s'est d'ailleurs déroulée après son recrutement, quand on lui a demandé de s'appeler Antoine. Aujourd'hui, son ancien employeur nie la discrimination. Toute leur attitude depuis le premier prise de contact qui a été en 2018 en fait, où mon avocate de la LICRA, Maître Elbaz, leur a adressé une lettre de mise en demeure en disant voilà ce qui s'est passé pendant 20 ans, discrimination, harcèlement. Que comptez-vous faire ? Mais c'était complètement ouvert. Que comptez-vous faire ? La réponse a été assez violente. Comment ? C'est monsieur qui est parti, il n'a pas été discriminé ni harcelé. La discrimination, non, regardez, il faisait partie des meilleurs salaires, il avait une belle voiture, il a des voyages de récompense, il a été récompensé à hauteur de son travail, il n'y a jamais eu aucune discrimination pour lui. Et d'ailleurs, on n'exclut pas que ce soit lui qui ait demandé de changer de prénom. L'avocate de l'employeur explique ensuite qu'elle a contacté l'ancien manager de Mohamed Amghar et qu'il ne se souvient pas d'une discussion où il lui aurait demandé de changer de prénom. Elle met aussi en avant la réaction, je cite, tardive de Mohamed et le fait qu'il n'ait jamais alerté de syndicat ou l'inspection du travail. Jamais l'idée ne m'a quitté de un jour revenir là-dessus. Mais plus le temps passait et plus ça aurait été difficile, quoi. Et puis on pouvait dire, mais pourquoi vous vous réveillez maintenant, quoi ? À quoi ça rime, hein ? Donc, parce que même professionnellement, les clients pouvaient s'estimer, je vais pas dire trahis, mais comment on a travaillé avec monsieur qui s'appelait Antoine, et tout d'un coup vous nous annoncez qu'en fait il s'appelle Mohamed. Pour moi et même pour la société, ça aurait été difficile en fait. Le fait de devoir changer de prénom a même fait réfléchir Mohamed Amghar au choix qu'il avait fait pour les prénoms de ses filles. C'est sûr que ensuite, lorsqu'il s'est agi de donner des prénoms à mes enfants, la question s'est posée. Elle ne s'est pas posée très longtemps, hein, mais il y a un rappel de l'origine de leur père dans les deuxièmes prénoms, mais le premier prénom est un prénom hexagonal, bien sûr. Elle s'appelle Céline, Oriane et Anaïs. Aujourd'hui, on en est là. Hein. Vous vous appelez Malika ou Mohamed, c'est plus difficile que de s'appeler Céline ou Antoine. Et selon Anne-Laure Sellier, il n'est pas le seul à faire ses choix. Si vous prenez par exemple la population d'origine maghrébine en France, on en est à la 3e génération. Si on regarde la 3e génération en couple sociétal, il n'y a plus que moins d'un quart de la population qui porte un prénom arabo-musulman. Aujourd'hui, Mohamed Amghar demande réparation pour toutes les personnes discriminées au travail à cause de leur prénom. Si moi, Mohamed Amghar, avec un poste de responsable des ventes d'une société, grande société, avec une bonne formation, en gros, qui a, je pense, des devoirs, mais aussi des droits, en tant que, même pas qu'en tant qu'employé, en tant que citoyen, si moi je ne demande pas des comptes, qui va le demander ? Dans le cas de Mohamed Amghar, le bureau de jugement des prud'hommes doit se prononcer en janvier 2021. Vous venez d'écouter Travail en cours. Judith Chétrit a réalisé cet épisode sur le changement de prénom au travail. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Louise Emerlé est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin.
Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Injustice. À bientôt.